bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille. Nos avocats présents en plateau répondent à toutes vos questions que vous nous envoyez par Internet sur le www.avocat.net. Dans toutes les matières du droit, nous avons la réponse pour vous. Je vous présente les avocats d'aujourd'hui, à commencer par Maître Dalia Arfi El-Kaïm, notre avocate en droit du travail. Bonjour Dalia. Bonjour Yves. Comment ça va, en pleine Ça forme? va, très bien, et vous? Très très bien, avec vous plein de questions en droit du travail. On parlera d'employeurs qui changent, qui vendent leur bail commercial. Est-ce qu'on doit garder l'employeur? On en reparler dans un instant, en tout cas des questions très concrètes. À côté de vous, maître Sylvia Spalter, notre avocate en droit commercial. Bonjour Sylvia. Bonjour Yves. Comment ça va? Très bien, merci. On parle des tickets de caisse aujourd'hui, non? Pas Oui, tout à fait, si. oui. On les attend, on reçoit des mails, les gens nous disent alors c'est quand qu'on parle des tickets de caisse? Eh bien ça voilà, arrive. c'est aujourd'hui. Ça arrive, hein. Restez avec nous. Et à côté de vous, maître Joseph Suissa, qui a toujours son ticket de caisse sur lui, qui est notre avocat fiscaliste, parce qu'on ne sait jamais si on a un contrôle. Hein. Bonjour Joseph. Il faut garder les pièces. Bonjour Yves, toujours un plaisir d'être avec vous pour parler de droit de manière simple mais toujours concrète. Voilà, de manière accessible, hein, c'est le principe de l'émission. Nos avocats vous parlent de droit de manière très très claire afin que vous qui nous regardez, qui n'êtes peut-être pas juriste hein, certainement, eh bien compreniez en tout cas la réponse à vos questions. On commence par une première question donc avec vous en droit du travail, maître Dalia Arfi El-Kaïm. Mon employeur donc cède son bail commercial et veut me licencier pour motif économique. Alors est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il vend son bail commercial, vous êtes son salarié, et il vous dit du coup, ce que j'ai vendu, au revoir, et on va faire un licenciement économique. Ça marche ça? Alors, à la différence de ce qui se passe en matière de vente de fonds de commerce, où le personnel suit le fonds, où le personnel est transféré avec le fonds, en matière de bail commercial, il n'y a pas cette règle de transfert du contrat de travail dès lors que, effectivement, la cession de droit au bail se fait au profit d'une activité différente. Donc il y a vraiment, dans cette matière, un contrôle au cas par les tribunaux. On cherche vraiment à savoir s'il y a eu transfert ou pas de ce qu'on appelle une entité économique autonome. Ah. C'est-à-dire un salon de coiffure qui fait une cession de droit au bail à un autre salon de coiffure, ouais. En réalité, ça aurait dû être une cession de fonds de commerce. Et donc dans ce cas-là, le salarié qui aura été licencié pourra parfaitement venir revendiquer le fait qu'on aurait dû lui faire bénéficier du régime du transfert du contrat de travail parce que tout simplement, il y a transfert des éléments corporels, incorporels, transfert de l'activité économique autonome. La coiffure. Par exemple. Sinon, c'est un peu tiré par les cheveux de faire un licenciement pour ça. Ah oui, on va recommencer encore nos blagues. Ça faisait longtemps. Donc les tribunaux. C'est ça des coiffes, mais bon. Les tribunaux vont procéder à un examen vraiment au cas par cas. D'accord. Pour ça. Maintenant, bon, imaginons qu'on est vraiment dans le cadre d'une cession de droit au bail. On a un commerce, par exemple, d'esthétique ouais. Et qui vend à une fleuriste. Donc là, effectivement, il n'y a pas lieu de reprendre les contrats de travail. Donc l'employeur, il va plutôt être tenté de se dire, je vais faire une affiche où je vais mettre cessation totale d'activité à la date du temps, promotion ouais. Jusqu'à telle date sur les soins, etc. Et du coup, il aura bien envie d'invoquer un motif économique. Oui, il aura bien envie, je pense. Il aura bien envie. Il aura envie. Mais il faut faire très attention. Ah. Parce que là, la Cour de cassation vraiment a une position très claire sur la question, très rigoureuse et qui est aussi très critiquée. Qui est de dire, eh bien voilà, la cession de droit de bail, le fait d'invoquer dans le cadre d'un licenciement économique une cession de droit au bail, ce n'est pas faire la démonstration des difficultés économiques rencontrées par une société. Donc il ne suffit pas de dire, voilà, j'envisage de céder prochainement mon droit au bail, et donc dans ces conditions, cela motive votre licenciement pour motif économique. Non, pas du tout, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Ouais. L'employeur va devoir faire vraiment la démonstration que son entreprise a subi des difficultés sur le plan économique, qu'il a des dettes, par exemple, de l'URSSAF auxquelles il ne peut pas faire face, ce qui le contraint à cesser son activité. Et cette cessation d'activité qui va donner lieu à une cession de droit au bail, à ce moment-là, pourra être considérée comme revêtant un caractère... On peut céder son droit au bail, mais sans pour autant avoir des difficultés financières. Alors ça, on peut vouloir arrêter oui, ou quelqu'un faire qui autre part chose. à la retraite ou qui a envie de fermer, compte tenu de la jurisprudence précitée, de la Cour de cassation que j'ai évoquée, il ne pourrait pas dire motif économique. Ça ne passera pas. Eh oui. Alors du coup, moi je pense qu'on a quand même la Cour de cassation sur ce point-là, qui est un peu déconnectée de la réalité des acteurs économiques de tous les jours. Pas que sur ce point, mais c'est vrai que du coup, on est un petit peu embarrassé parce que compte tenu de la jurisprudence qu'on a évoquée ensemble là tout à l'heure, eh bien, on ne sait plus trop quoi conseiller à nos braves commerçants qui veulent juste fermer pour partir à la retraite ou pour faire autre chose. Il n'y a pas de règle générale, mais il faut vraiment voir de dossier par dossier. Non, alors moi, dans ce cas-là, je préfère conseiller de faire une rupture conventionnelle en accord avec le salarié, quitte à mettre une indemnité de rupture conventionnelle plus conséquente, à charge pour le salarié de tenter éventuellement de remettre en cause dans une durée de 12 mois. Mais l'histoire du licenciement économique...
Voilà, compte tenu de la façon dont les choses se passent, c'est un petit peu délicat quand même. D'accord. Merci beaucoup, Maître Dayar Fialkaïm, pour cette réponse complète. À côté de vous, Maître Sylvia Spalter, pour parler un peu de droit commercial, droit économique, c'est votre spécialisation d'ailleurs en tant qu'avocate. Alors, voici la question qui vous est adressée. Je suis un consommateur, j'ai acheté un vêtement chez un commerçant. Je souhaite finalement l'échanger. Voilà, ce qui arrive à Maître Fialkaïm régulièrement, je le sais. Le commerçant a-t-il l'obligation de reprendre le vêtement ou de me faire un avoir ou un remboursement? Alors, en échange son vêtement, c'est quoi l'obligation du commerçant finalement? Alors, je suis sûre que c'est une consommatrice qui sûr. vous a posé évidemment cette Dalia question. Dalia A, on ne sait pas d'où, mais enfin, La voilà. réponse doit, une fois encore, être nuancée. J'ai acheté sur un site marchand. Formidable. Mon droit de repentir, qui était traditionnellement de 7 jours, est passé à 14 jours. Ça, Donc c'est bien de le pendant répéter. 14 C'est plus 7 jours, c'est 14 jours oui, quand on maintenant achète c'est 14 jours. Enfin, un on bien. attend les décrets d'application. Mais Mais ça ce qu'on va. appelle la loi Hamon, Ouais. qui a été discutée longuement, a effectivement augmenté ce délai de repentir à 14 jours. Donc là, j'ai 14 jours et pendant 14 jours, je peux changer d'avis. Et le site marchand est obligé effectivement de reprendre éventuellement tout simplement et de me rembourser ce vêtement, voire de l'échanger. J'ai acheté ce vêtement dans une boutique de rue et je me présente 3 jours après en disant non, définitivement, ça ne va pas, j'avais vu le violet, je préférerais finalement le manteau violet au manteau rouge. Vous changez de Et paire de là, lunettes, hein, deux choses. c'est Le commerçant peut vous dire, écoutez, je suis absolument désolé, mais je n'ai pas ce type de conditions commerciales, vous l'avez choisi, vous avez eu tout le temps et je ne vous le change pas. Ouais. On a le droit de dire ça si c'est une boutique. Et dans ce cas-là, eh bien, contrairement effectivement à des idées reçues, le commerçant a raison, sauf s'il a des conditions commerciales affichées comme quoi le vêtement peut être repris pendant un délai de temps sous réserve de présenter le ticket de caisse, d'où l'importance pour chaque consommatrice qui éventuellement change un peu d'avis le lendemain de son achat, d'avoir son ticket de caisse pour essayer d'obtenir le changement ou voire éventuellement le remboursement du vêtement. Mais, 2 exceptions. Ce vêtement était très bien dans la boutique. Arrivé chez moi, je découvre que finalement, sous la manche, il n'est pas tout à fait violet. Il vire un peu une espèce de rose. C'est la mode. Donc, il y a un défaut, mais qui n'était pas visible au premier examen. Et je dis, mais c'est un vice caché, je me précipite chez le commerçant. Et là, c'est une obligation légale, sous réserve que ce soit vraiment un vice caché. Le commerçant est obligé de me le changer ou de me le rembourser. Le commerçant ne vend pas des vêtements, il vend éventuellement des ordinateurs ou des téléphones. Là, il est redevable de ce qu'on appelle une obligation de conformité pendant 1 an. Et dans ce cas, sous réserve, là encore, des conditions commerciales de ce commerçant, il doit soit procéder à l'échange du matériel défectueux, soit le réparer à ses frais. C'est bien clair, voilà pour les 2 exceptions. Et donc, bien la différenciation entre la boutique et les achats sur Internet, sur les sites où là, on a 14 Donc, mesdames, si vous êtes incertaines sur vos choix, achetez en ligne. Oui, c'est le conseil du jour. Merci beaucoup, Maître Spalter. À côté de vous, celui qui a acheté son costume en ligne? Non, je sais pas, non, il est magnifique en tout cas. Non, mais je crois que j'ai un ticket avec, un ticket. avec ma camarade. Maître, je suis ça pour parler fiscal. Ah, bah oui. Hein. J'ai toujours les matières compliquées. Exactement, ça fait rêver. Je suis sûr que je vais avoir une question compliquée, c'est sûr. Eh bien, on va voir. Alors, voici la question que vous avez reçue. J'ai des avoirs à l'étranger, là, ça commence bien, que je n'ai pas déclarés. Ça finit mal. Voilà, je n'ai pas déclaré. Évidemment, c'est qu'il y a un problème. Des avoirs à l'étranger pas déclarés. Alors, comment dois-je faire pour régulariser ma situation? Donc, quand même, il est honnête, il a des avoirs à l'étranger, il ne les a pas déclarés, et il se dit quand même, j'ai un peu peur que ça me tombe dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors à part s'enfuir, il a d'autres solutions. Oui. Il faut savoir que Bercy a mis en place une cellule de régularisation qui existe depuis déjà plus d'1 an, qui est revenue très à la mode avec l'affaire Cahuzac, puisque le ministre de l'économie lui-même était un fraudeur fiscal qui a besoin de régulariser. Enfin, lui, il a régularisé différemment. Et donc, chacun une cellule, régularise comme il peut. Voilà, il a fait ce qu'il a pu. Et donc, cette cellule est en place à Bercy, donc à Paris. Et elle permet donc effectivement à ces gens qui ont des avoirs à l'étranger de les régulariser. Alors, c'est pas simple à mettre en place et d'ores et déjà, il va falloir distinguer les fraudeurs passifs des fraudeurs actifs. C'est vrai que c'est curieux de savoir qu'il y a 2 types de fraudeurs. Alors, c'est quoi un fraudeur passif? C'est la question que vous allez me poser, j'en suis sûr. Oui, bah, c'était ma question. Mais enfin, voilà, c'était la deuxième question. Un fraudeur passif, c'est quelqu'un qui va bénéficier d'une succession, par exemple, ou d'une donation d'un compte à l'étranger.
Et à ce moment-là, il n'a rien fait, mais un jour, on lui dit tu as hérité de la tante Germaine, et puis en Suisse, comme par hasard, et il est fraudeur passif parce qu'il aurait dû déclarer cette succession ou cette donation. Ou alors, c'est quand il habitait lui-même dans un pays étranger et il avait des avoirs et il ne les a pas déclarés. Donc, c'est un fraudeur passif. Et on a le fraudeur actif. Le fraudeur actif, lui, il va. Il a tué Germaine pour hériter. Il connaît tout le monde, il le fait sciemment, il est résident fiscal français, et il a un compte ouvert donc à l'étranger, et il a donc ses économies qu'il a placées là-bas, il ne les a pas déclarées. Et maintenant, il se dit, comment est-ce que je dois faire? Alors, il y a une procédure qui a été mise en place. Cette procédure est compliquée, comme je l'ai dit. Et pourquoi? Parce qu'on va vous demander de revenir 6 ans en arrière. J'essaie de faire simple. On va vous demander de calculer vos revenus sur les 6 dernières années, et vos plus-values, vos moins-values, et également, au 1er janvier de chaque année, de savoir qu'est-ce qu'il y avait sur vos comptes bancaires, vos avoirs sur vos comptes bancaires. Et enfin, troisième chose, de justifier l'origine des fonds. Une fois que vous avez fait tout ça, vous arrivez avec un beau dossier à la CIF de régularisation. Alors, il faut vraiment un bon dossier, sinon déjà, si on a réussi à répondre à tout ça, c'est qu'on a un bon dossier. Déjà, il faut avoir un bon dossier. Sinon, effectivement, ils vont mettre des mois à l'examiner. Et à ce moment-là, c'est même pas la peine, donc, effectivement, d'avoir une issue favorable. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un bon dossier, vous allez avoir, Bercy va effectivement vous assaisonner, vous allez avoir ce qu'on appelle un petit package. Un package, il y a 3 choses dans ce package. Un petit kit. Alors, on revient à nos fraudeurs selon qu'ils soient passifs ou actifs. Donc, le fraudeur passif, lui, il va avoir un intérêt de retard. C'est 4,80% par an. Il va avoir aussi une pénalité. Une pénalité qui, elle, va être de 15%, donc des avoirs non déclarés. Et enfin, il va y avoir une amende qui, elle, va représenter 1,5% des avoirs non déclarés. Donc il a un bon petit package. On ne dit pas Bercy, mais ni merci d'ailleurs, mais on ne dit rien. On ne dit pas Bercy beaucoup, mais effectivement. Mais bon, lui encore, je dirais, c'est un moindre mal. Par contre, le fraudeur actif, lui... Alors l'actif, qu'est-ce qui lui arrive? Lui, l'intérêt de retard, 4,80, ça, il ne peut pas y couper. La pénalité, non pas 15, mais 30%. Ah oui. Et par contre, il aura également une amende de 3%. D'accord. Alors si on fait le compte, parce que finalement on fait l'addition, on s'aperçoit qu'on va payer entre 15 et 45% du capital non déclaré à l'arrivée. Et si on n'arrive pas à justifier l'origine des fonds, alors là c'est plus 45 ou 15%, mais c'est 60%. Donc ça fait très mal. Ça fait très mal, mais une fois encore, c'est le prix de la tranquillité. Cette cellule existe, il faut en profiter, il faut bien se faire assister parce que c'est compliqué, mais à l'arrivée, c'est quand même ne pas transmettre aussi après à des héritiers un problème qui est difficile à gérer. Donc la cellule des repentis, on va appeler ça comme ça, si vous êtes repenti, c'est les repentis fiscaux. Voilà, on régularise la situation. En tout cas, c'est toujours possible. Il ne faut pas avoir peur en disant tiens, j'ai fraudé, je vais me cacher, c'est mieux. Non, il vaut mieux aller voir le fisc et surtout dire avoir un bon dossier, ça évitera effectivement. Peut-être mieux voir quand même un avocat quand même pour vous préparer le dossier, parce que si vous arrivez et que vous n'avez rien, vous allez prendre une tannée aussi quand même. Il faut bien le reconnaître. Merci beaucoup, maître Joseph Chissa. Merci en tout cas à vous trois d'être venus sur ce plateau. Envoyez toutes vos questions, n'hésitez pas pour avoir des réponses précises et concrètes et accessibles comme le font nos avocats sur www.avocat.net. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!